avant de commencer de parler de RDRA, je voulais juste mentionner qu'on parle quand même de plus de 20 ans en fait de la construction de ces écosystèmes de soutien de la recherche sur les maladies rares, avec bien sûr, et on a mentionné Orphanet, avec des infrastructures qui ont été créées pour soutenir cette recherche. Donc on parle d'infrastructures spécifiques comme Orphanet, mais aussi des infrastructures européennes en fait qui soutiennent par exemple les essais cliniques ou la recherche translationnelle ou les biobanking en fait et qui sont très liés et soutiennent aussi contribuent au soutien de la recherche sur les maladies rares. Il y a bien sûr de besoins des patients qui aujourd'hui sont représentés au niveau européen par Eurordis, mais aussi par des alliances nationales. Depuis 2006, on a des financements multinationaux en fait sur les maladies rares. On a parlé, il a été mentionné des programmes IRER qui ont commencé justement en 2006. Et donc depuis 2006, on a des appels à projets annuels qui soutiennent des projets multinationaux sur la recherche sur les maladies rares. Il y a bien sûr la stratégie qui, encore une fois, avec le soutien de la Commission européenne, mais aussi avec, au niveau global et développé dans le consortium international de la recherche sur les maladies rares. Et depuis 2017, nous avons aussi des réseaux européens de référence. Donc, tous ces éléments-là, déjà il y a quelques années, ont permis, en 2019, de lancer le premier grand programme, en fait, qui combinait tous les différents éléments pour commencer à créer la base du écosystème de la recherche sur les maladies rares, ou en tout cas de soutien d'écosystème de la recherche sur les maladies rares, qui s'appelait European Joint Programme on Rare Diseases. Et juste pour vous dire quelques résultats en fait de ce programme, parce que je pense que c'est important de comprendre, parce que RDRA est une continuité de ce programme, mais qui est développé à une échelle encore plus grande. Donc, dans le cadre de EJPRD, nous avons déjà eu, on ne voit pas toujours très bien, donc nous avons pu investir plus de 100 millions d'euros en 5 ans dans la recherche sur les maladies rares. Il y a eu plus de 200 projets en fait qui ont été financés, mais aussi nous avons soutenu la recherche autrement par ce qu'on appelle le Networking Support Scheme, mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Nous avons développé des programmes spécifiques d'éducation, mais aussi la plateforme virtuelle des données et des ressources dédiées spécifiquement justement pour la réutilisation de ces données dans le cadre des maladies rares. On a développé aussi des outils spécifiques de soutien, des services de soutien en mentoring, mais aussi en recherche méthodologique, etc. Donc déjà, EJPRD représentait plus de 2300 personnes au niveau européen, plus de 100 millions d'euros de budget combiné de la Commission européenne et des pays participants, avec 35 pays qui ont participé dans cette aventure. Alors maintenant, pourquoi RDRA? Parce qu'il est important d'aller encore plus loin en sachant que le besoin des patients reste là, et notamment sur 3 sujets principaux. L'accélération du diagnostic, l'accélération du développement thérapeutique et aussi une meilleure compréhension de l'impact des maladies rares sur les patients, les familles et la société dans le cadre de besoins en fait, de développement ou d'influencer les policies pour améliorer la qualité de vie des patients avec des maladies rares. Alors, qu'est-ce que c'est RDRA? RDRA, c'est un programme qu'on appelle un partenariat cofinancé dans le cadre de Horizon Europe. C'est un partenariat qui va durer 7 ans. On parle ici de 150 millions d'investissements de la Commission européenne, mais un budget global de plus de 380 millions d'euros, parce qu'il y a toutes les organisations et les pays participants apportent aussi leur contribution. C'est 180 institutions qui participent ensemble, 36 pays. Il est important de dire que pour pouvoir construire un écosystème, ça veut dire effectivement qu'il faut englober tous les cycles. Donc ça veut dire que dans le cadre des RDRA, nous avons des financeurs publics, des financeurs privés ou non-for-profit. Nous avons des organismes de recherche, des universités, des hôpitaux, des autres institutions de recherche. Nous avons des associations des patients, souvent les Umbrella Patient Organizations, des infrastructures,
mais aussi des partenaires privés, et notamment des industriels ou les PME, qui contribuent tous ensemble dans la création de cet écosystème. Alors, comment ça fonctionne? Je vais brièvement décrire sur la base de cette image de cette maison, en fait, qu'on appelle la maison d'Erdera. Et après, je vais vous parler plus spécifiquement, en fait, qu'est-ce que finalement, dans le cadre de ces différentes parties, nous offrons à la communauté pour justement pouvoir soutenir la recherche sur les maladies rares. Donc, pour pouvoir construire cet écosystème, il est extrêmement nécessaire d'avoir des bonnes fondations. Et ce qu'on voit ici en bas en bleu, c'est la collaboration internationale dans laquelle nous développons au niveau national ce qu'on appelle les National Mirror Groups dans chaque pays qui participe dans Erdera pour pouvoir justement mieux connecter les besoins et les développements nationaux avec ce qu'on développe au niveau européen et international. Nous avons aussi un lien spécifique ou un focus spécifique aussi sur les pays sous-représentés. C'est peut-être pas la France, mais vous avez sûrement des collaborations avec d'autres pays. Donc il s'agit aussi de montrer que nous pouvons d'un côté améliorer le partage des connaissances avec ces pays-là, mais aussi mieux capturer justement ce que ces pays-là peuvent apporter dans les cadres de collaboration et de la recherche sur les maladies rares. Et bien sûr, il y a la dimension internationale, et dans ces cadres-là, nous collaborons avec le Consortium international de la recherche sur les maladies rares, et son secrétariat est localisé justement à la Fondation Maladies Rares en France et financé par Erdera. Les fondations sont importantes, mais le cœur de Erdera, c'est bien sûr la recherche. Et c'est là où vous voyez cette partie centrale de cette maison, la partie verte et la partie orange. La partie verte, c'est tout ce qui est le soutien de la recherche à travers les financements compétitifs, et je vais en parler dans quelques instants. Et de l'autre côté, ce qu'on développe aussi dans les cadres des Erdera, ce qu'on appelle les Clinical Research Network. Et ça, c'est ce qu'on appelle la recherche in-house, donc en fait la recherche directe qu'on fait directement dans le cadre du programme, à travers justement des compétences qui sont apportées par des différentes institutions, soit avec le but clinique ou technologique, notamment tout ce qui est connexion des données et développement thérapeutique. Et c'est là où on a trois parties: accélération du diagnostic, et notamment justement l'innovation pour tout ce qui concerne les patients en errance diagnostique ou non diagnostiqués, la partie thérapeutique, donc accélération du développement thérapeutique, et la troisième partie, c'est utilisation et réutilisation des données pour accélérer de ce qu'on appelle les clinical trial readiness de maladies rares, pour justement pouvoir apporter des structures de proof of concept en fait qui permettent une meilleure réutilisation des données, par exemple des données de vie réelle ou des données qui se retrouvent aujourd'hui dans l'Electronic Health Record, donc dans les hôpitaux, pour les bénéfices de la recherche sur les maladies rares, et notamment par exemple des études cliniques où souvent on manque de données d'histoire naturelle ou des données en fait nécessaires justement pour créer les futures études cliniques. Au milieu, tout ce qui est au milieu, et je vais en parler aussi plus en détail dans un instant, c'est des services de support. Des services de support composés de 4 éléments. Le premier, c'est le Data Hub, donc tout ce qui est la partie des données, qui est basée justement sur la plateforme virtuelle que nous avons développée dans le cadre de EJPRD, mais qui va aussi au-delà, notamment pour tout ce qui est soutien de la préparation des données pour que ces données soient interopérables et réutilisables. Nous avons les Expertise Hub, donc tout ce qui est les services d'expertise, la partie mentoring pour accélération de la translation des résultats des recherches, des projets financés, mais aussi tout ce qui englobe la partie réglementaire ou éthique et méthodologique, surtout pour les méthodologies justement pour les essais cliniques en petite population. La partie éducation, avec toutes sortes en fait, des formations que nous proposons, et la partie accélération technologique et des partenariats publics-privés, où c'est là justement on travaille avec les partenaires industriels pour d'un côté créer un accélérateur des technologies de tout ce qui est Advanced Therapeutic Medicinal Products,
notamment les thérapies géniques, mais aussi les partenariats publics-privés, justement pour accompagner des projets de recherche à haut potentiel, pour les pousser plus loin vers un financement potentiel, un investissement et un partenariat public-privé pour pouvoir accélérer ces projets-là et bien sûr les résultats et les bénéfices pour les patients. J'ai parlé du budget, mais c'était juste pour vous montrer en fait que sur les 380 millions d'euros que nous allons investir en 7 ans dans ce programme, plus de presque 250 millions vont directement dans le soutien de la recherche, donc de la recherche compétitive et des essais cliniques, et aussi 50 millions d'euros dans la recherche in-house, donc dans la Clinical Research Network, et le reste du budget est réparti justement dans les services des supports et de la coordination. Alors maintenant, qu'est-ce que nous proposons comme des opportunités pour la communauté de recherche en ce qui concerne notamment les opportunités de financement? En fait, on va parler ici de 4 types de soutien. Le premier, c'est tout ce qui est les appels à projets des appels à projets transnationaux pour les projets multinationaux, le Networking Support Scheme, l'appel à projet pour les essais cliniques et enfin la collaboration directe avec le Clinical Research Network. Et avant d'aller plus dans les détails, je pense que c'est important aussi de souligner que la collaboration et l'intégration et partenariat avec des patients sont extrêmement importantes dans tout ce qui RDRA développe. Et nous utilisons aussi les guides que nous avons déjà développés dans le cadre de EJPRD sur comment faciliter les partenariats avec des patients, et vous allez voir que les patients en fait sont à tous les niveaux de RDRA, en commençant par la gouvernance jusqu'à n'importe quelle activité qui est développée dans les cadres des RDRA, et bien sûr aussi dans le cadre des opportunités de financement. Alors, pour commencer, donc les appels à projets multinationaux ou transnationaux, ce sont des appels à projets en fait qui sont lancés chaque année. La plupart des temps, la première annonce s'est faite en octobre ou novembre. Il s'agit, comme j'ai dit, c'est une activité européenne voire internationale. Donc, les projets doivent comporter au minimum 3, parfois 4 partenaires des différents pays qui sont éligibles. Ce sont des appels à projets, et vous allez voir sur la diapositive suivante, sur les différentes thématiques. Donc, on essaye de rester relativement transversal en ce qui concerne les thématiques qui sont proposées. Il y a très rarement des exclusions des thématiques dans ces appels à projets et surtout exclusion des maladies. Mais ce sont donc des appels à projets qui permettent de financer des projets qui ont autour de entre 1 et 1,5 million d'euros par projet sur 3 ans. Et c'est une évaluation en 2 étapes. Donc, on vous demande d'abord de soumettre une pré-proposition et après une proposition complète, en sachant que si vous êtes invité à soumettre une proposition complète, vous avez une chance sur 3, voire une chance sur 2 d'être financé. Alors, qu'est-ce qu'on finance? Donc, ça, c'est juste des exemples des 5 dernières appels à projets que nous avons mis en place dans le cadre de EJPRD. Donc, vous voyez ici que, par exemple, c'était sur des thématiques comme les diagnostics, mais aussi les thérapies. Il y avait aussi un appel à projet spécifique sur les sciences humaines et sociales et justement les aspects socio-économiques. Et un appel à projet comme ça va aussi revenir dans le cadre des RDRA. Après, il y a tout ce qui est, par exemple, justement les outils analytiques, encore une fois, accélération du diagnostic, plus d'innovation et l'histoire naturelle. Donc, ça reste, comme je disais, transversal en termes de thématiques. Et comme vous voyez ici, dans ces petits cercles, la neurologie prime quand même en termes de non seulement le nombre de projets qui sont soumis, mais aussi le nombre de projets donc, qui sont aussi du coup financés. Et bon, ça c'est juste la même chose, mais sur les trois dernières appels à projets, en fait, pour montrer encore une fois que dans le cadre de projets dans les domaines de neurosciences, en fait, on a beaucoup de projets qui sont financés. Alors, un autre outil de soutien que nous avons mis en place et qui est très très efficace, c'est ce qu'on appelle le Networking Support Scheme. Et ici,
on ne finance pas la recherche, mais on donne des grants de 30 000 € pour le networking. Alors, pourquoi on considère que c'est utile? Tout simplement parce qu'il arrive très souvent, notamment dans les maladies rares ou des maladies ultra rares, où en fait la communauté n'est même pas créée. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de création, de connexion entre des patients, des cliniciens, des chercheurs. Il y a un besoin d'amener tout le monde ensemble. Parfois c'est un besoin de partager des connaissances, élargir vos réseaux. Parfois c'est un besoin de se mettre ensemble pour pouvoir préparer un futur projet pour RDRA ou un futur projet pour la Commission européenne, etc. Donc, ce Networking Support Scheme sert à ça. Et d'ailleurs, dans le cadre des JPRD, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que nous avons déjà mis en place précédemment, nous avons pu financer 69 de ces projets. Très souvent, ce sont des projets en fait qui, encore une fois, c'est du multinational, donc ça veut dire qu'il s'agit de rassembler la communauté qui va au-delà d'un seul pays. Très souvent, les projets sont coordonnés par les associations des patients qui décident justement de réunir la communauté autour. Souvent aussi, il arrive en fait qu'un financement comme ça, c'est un financement additionnel pour, par exemple, organiser une réunion qui est adossée à un gros congrès dans lequel de toute façon la communauté va se réunir, et donc ça permet d'ajouter un événement qui est par exemple plus orienté justement sur un groupe de maladies ou pour se rencontrer avec des patients, etc. Donc c'est vraiment très utile, et ce Networking Support Scheme va réouvrir dans le cadre des RDRA en mois de mai. Il s'agit, encore une fois, c'est quelque chose qui est ouvert tout le temps, donc vous pouvez soumettre à n'importe quel moment, mais il y a 2 évaluations par an, donc tous les 6 mois, on va regrouper les projets, les évaluer et donc du coup redistribuer les financements. La troisième chose que je veux mentionner, parce que c'est important d'en parler déjà maintenant, parce que nous sommes en train de préparer un appel à projet en 2026. Donc il y aura un appel à projet sur la recherche un JTC en fait comme j'ai mentionné déjà précédemment, mais en plus, en 2026, on aura un deuxième qui sera dédié aux essais cliniques. Et donc, ça, c'est en cours de préparation. C'est important d'en parler parce que, normalement, il sera préannoncé entre, je dirais, juin et au plus tard septembre l'année prochaine. On aura un budget de, je dirais, des minimum 30 millions d'euros. C'est un budget, en fait, qu'on va avoir de l'enveloppe de la Commission européenne. Donc, ça veut dire qu'il y aura une enveloppe centrale et distribution centrale de budget, mais on espère de pouvoir augmenter cette enveloppe aussi à travers les contributions nationales additionnelles. Et nous sommes en train de définir maintenant les modalités de cet appel à projet. Et quand je parle des modalités, il y a 2 aspects à prendre en compte. Les modalités opérationnelles, parce que nous savons, mais aussi, et là je ne vais pas vous présenter tous les détails sur ça, mais sur l'expérience précédente, soit des appels à projet comme ça par la Commission européenne, ou voire dans le cadre des IRR en 2016, où on a lancé un appel à projet sur les essais cliniques, nous avons pu identifier toutes les problématiques en fait des essais cliniques multinationaux, et donc sur la base de cette expérience, il faut créer un framework opérationnel pour faciliter en fait la mise en place de ces projets. Déjà en commençant par la durée, donc au minimum 5 ans de ce type de projet, mais aussi d'autres aspects pour faciliter la mise en place du sponsorship, qui n'est pas toujours évident dans le cadre de ces appels, surtout quand qui sont sous la responsabilité académique, mais aussi la possibilité peut-être des partenariats publics-privés, etc., etc. Et après, il y a aussi, bien sûr, l'autre groupe en fait, qui travaille sur ça, sur cet appel à projet, par rapport à la thématique, en fait, des thématiques qui vont être englobées dans cet appel à projet sur les essais cliniques. Encore une fois, on va essayer de rester le maximum transversal le plus possible. Et bien sûr, l'implication des patients, elle sera à toutes les étapes, mais il est encore à définir pour s'assurer aussi que les patients ont un rôle extrêmement important dans la mise en place en fait, de ces études. Alors, ça c'était tout ce que RDRA offre aujourd'hui dans le cadre du financement. Maintenant, comment on complète ça par les différents types de services de support qui sont bien sûr gratuits, donc offerts à la communauté. Alors, la première chose que je voulais mentionner, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le mentoring et aussi innovation management.
Alors, c'est quoi le mentoring? Encore une fois, c'est quelque chose que nous avons déjà expérimenté dans le cadre des JPRD et c'est pour ça qu'on les remet en place dans le cadre des RDR1 parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de projets de recherche que nous finançons, notamment avec des fonds publics, et qui finalement n'arrivent pas à aboutir, à aller plus loin pour obtenir un financement suivant. Souvent parce qu'il y a des petites, je dirais, il y a eu parfois des petites erreurs dans les concepts parce que, en fait, même si l'idée, elle était bonne, quand on est en face d'un potentiel investisseur, en fait, il dit, bah non, mais du coup, là, la méthodologie, elle manque des éléments, les statistiques devraient être augmentées, etc., etc. Donc, nous avons développé ce service de mentoring ou des projets, alors soit qui viennent de l'extérieur ou des projets en fait qui postulent, donc qui sont en phase application pour des appels à projets de RDR1, notamment sur la deuxième étape, donc quand les projets est invité à préparer la proposition complète, ont la possibilité d'utiliser ces services. Qu'est-ce qu'on propose? C'est un groupe d'experts, un groupe d'experts en regulatory, en ethics, en statistiques, en méthodologie, en business development, etc., avec qui, en toute confidentialité, vous pouvez partager votre idée et donc du coup, qui vont attirer votre attention sur les éléments en fait qui requièrent une amélioration pour justement augmenter le potentiel translationnel de votre projet et donc du coup après aussi la possibilité de financement par la suite. Donc c'est un service, comme j'ai dit, il est offert, il est gratuit. Vous pouvez soit venir avec votre demande directement à RDR1, soit si vous postulez dans le cadre de nos appels à projets, vous pouvez en bénéficier. Ça va être offert à toutes les propositions, à tous les projets qui passent à l'étape de proposition complète. Ces services de mentoring a été complémenté par ce qu'on appelle l'Innovation Management Toolbox. Et ça, c'est un outil qui est qui est une ressource libre que nous avons développée et donc justement qui complète ces connaissances sur la recherche translationnelle avec plus de 400 ressources en fait qui sont dans cette Innovation Management Toolbox et qui sont bien sûr revues par des groupes d'experts. Mais il y a aussi des use cases, des cas d'usage en fait pour vous guider en fonction de d'où vous venez, quel type de questions vous vous posez et quelles ressources vous souhaitez trouver dans cette Innovation Management Toolbox. Donc tout ça, encore une fois, c'est libre d'accès et a été développé et il va être aussi continuer à être développé dans le cadre des RDR. Alors d'autres outils que nous proposons aussi, c'est tout ce qui concerne justement les essais cliniques et ensemble avec ECRIN, que peut-être vous connaissez, la filière EFCRIN, donc il y a aussi bien sûr ECRIN au niveau européen. Nous avons développé le toolbox pour les essais cliniques, notamment les essais cliniques multinationaux, mais il y a aussi une série des webinaires que nous avons développés par rapport à tout ce qui est la méthodologie des essais cliniques en petite population, l'utilisation innovante justement des approches statistiques, etc., qui sont aussi disponibles gratuitement. Et ces experts méthodologiques font aussi partie justement du support dans le cadre du mentoring ou dans le support de tout ce qui est justement le support méthodologique dans le cadre des RDR1. Alors, la suite, parce que c'est pas fini, qu'est-ce que nous proposons par la suite? Donc ici, je vais parler des data. Et donc, de ce qui est la plateforme virtuelle et l'objectif de la plateforme virtuelle que nous avons développée dans JPRD et qui est maintenant grandie et bien sûr est aussi enrichie dans le cadre des RDR1. Donc, l'idée, c'était quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données qui sont produites, mais qui ne sont pas nécessairement interopérables et connectées. Et on parle aussi pas nécessairement que des données, par exemple des données directes, des données, par exemple, omics sur les maladies rares, mais aussi d'autres types de données comme connexion avec des biobanques, connexion avec des registres, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que ces données-là, en fait, sont là, mais il manque en fait des passerelles, donc le langage, pour que ces données puissent être connectées, donc vraiment interopérables et après réutilisables ou interprétables pour la recherche sur les maladies rares. Et c'est ça que nous avons créé dans le cadre des JPRD. Donc déjà des standards,
des méthodologies en fait qui permettent de connecter ces différents types de données. Et aussi, on a créé le portail de la plateforme virtuelle qui vous permet d'explorer les groupes de données en fait qui ont été déjà connectés. Alors, comme je disais, qu'est-ce que ça veut dire? La plateforme virtuelle aujourd'hui, c'est un réseau des ressources, des différentes ressources fédérées, où nous avons, notre objectif, c'est de diminuer justement la fragmentation de ces ressources, augmenter l'interopérabilité à travers l'harmonisation et standardisation et en utilisant les différentes méthodologies et les ressources techniques. Qu'est-ce qu'on a dans cette plateforme virtuelle ou quel type de ressources? En fait, en fonction des ressources, et c'est la ressource quelque part qui choisit son niveau de connexion, il y a 3 niveaux de connexion. Donc, quand vous allez aller sur le portail de la plateforme virtuelle et vous allez taper par exemple le ORFA-code ou le nom de la maladie, vous allez avoir en première instance une liste en fait de tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette plateforme virtuelle par rapport à votre requête. Et en fonction de la ressource, vous allez voir soit tout simplement en fait l'effet en fait que la ressource est là et vous dit je suis là et je contiens ces types de données, ou elle va vous dire que en fait il y a ces données et par exemple dans ces données il y a tant de nombre de patients avec par exemple cette maladie, ou elle va vous permettre de faire des analyses sur les métadonnées. Donc ça, bien sûr, notre objectif, c'est que toutes les ressources en fait qui sont connectées à l'intérieur de la plateforme virtuelle arrivent au niveau 3, parce que c'est là où en fait il y a le plus de l'utilité pour la communauté. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a 45 ressources. Quand on parle des ressources, par exemple, tout Orphanet est considéré comme un catalogue, donc une ressource. Mais il y a aussi les différentes biobanques qui sont connectées, les infrastructures de déposition génomique, phénomique, les bases de connaissances, etc. Nous avons aussi connecté ça avec ce qu'on appelle les biological pathways, où en fait on essaye de connecter les différents éléments justement dans les maladies pour essayer d'augmenter la discoverability, en fait, par exemple, des cibles thérapeutiques potentielles, etc. Donc, bien sûr, tout ça est accompagné aussi dans le cadre du parti diagnostic de la possibilité de réanalyse des données, mais aussi tout ce qui concerne justement la vérification et l'infrastructure computationnelle qui fait partie du Data Hub des RDA. Alors, j'arrive plus ou moins vers la fin de ma présentation, mais nous avons aussi les possibilités d'éducation et de formation. Et qu'est-ce qui est offert aujourd'hui dans le cadre des RDA? La première chose que je voulais mentionner, parce que c'est quelque chose qui est en ligne en permanence et offert, c'est tout ce qui est notre Massive Online Open Courses, qui encore une fois été développé dans le cadre des JPRD, sont continués dans RDA. Vous avez 4 types de formations ici, sur les diagnostics, sur les thérapies innovantes, sur tout ce qui est justement les aspects data et tout ce qui est le regulatory frameworks et la recherche translationnelle. Ce sont des ressources qui sont gratuites, disponibles sur la plateforme FutureLearn, et donc vous pouvez suivre ces cours ou les parties de ces cours en fait à votre rythme quand vous les souhaitez. Dans le cadre des RDA, nous développons des formations additionnelles. Nous travaillons main dans la main, notamment avec Eurodis pour tout ce qui est la formation de patients, de jeunes chercheurs, mais aussi de jeunes patients. Et aussi, donc, on développe les différents types de training, soit en format webinaire, soit en face-to-face, qui vont arriver dans l'année prochaine, en fait, sur les thématiques qui sont liées à des activités de RDA, donc tout ce qui est diagnostic, la recherche clinique, la recherche translationnelle, les méthodologies, etc. Et enfin, la dernière partie que je voulais mentionner, parce que je l'ai mentionné au tout début, c'est que toutes les activités aussi qui sont développées dans le cadre du Clinical Research Network ne sont pas complètement isolées. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'ajouter énormément de nouveaux partenaires, en fait, pour cette partie-là, mais ça ne veut pas dire non plus que nous n'avons pas la possibilité d'établir des collaborations avec des équipes de recherche
ou des groupes qui souhaiteraient en fait en bénéficier ou contribuer à ces aspects-là ou à cette recherche-là, donc sur les diagnostics, sur l'utilisation des données dans le cadre des clinical trial readiness et aussi sur les développements thérapeutiques. Et avec ça, je voudrais remercier pour votre attention et bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions.